Bonjour Arthur, comment vas-tu? Salut Henri, bah écoute, tout va bien et toi? Oui, super, super. Écoute, je suis ravi de t'avoir ici. Merci d'avoir pris le temps de partager avec nous tes expériences, ce que tu as vécu et le projet sur lequel tu travailles aujourd'hui. Bah, j'aime bien qu'on me présente comme quelqu'un d'optimiste déjà, qui est plutôt toujours du côté verre à moitié plein que verre à moitié vide. Et j'aime bien qu'on dise que je suis plutôt effectivement entrepreneur parce que pour moi, ça rime avec le fait de me lever le matin pour faire ce qui me passionne et ce que j'aime et surtout la sensation d'être libre dans mon choix de Ma vie. question, est-ce que tu penses qu'on est né entrepreneur ou c'est quelque chose que tu as construit, tu l'as acquéri, enfin, comment tu vois les choses? Ouais, je me suis beaucoup posé cette question plein de Ouais, fois parce que plein de gens me l'ont posé et c'est vrai que c'est une très bonne question. Je crois quand même qu'on est avec une génétique plutôt optimiste ou pessimiste. ok. Je crois que ça joue beaucoup dans l'entrepreneuriat. Euh, c'est difficile de toujours foncer, se faire confiance, essayer des choses quand tu es très pessimiste par nature. Tu as plutôt tendance à être dans l'analyse. Et donc, j'ai un peu l'impression que quand on est avec cette génétique optimiste, on a plus de prérequis, mais par contre, ce n'est pas une fatalité et on peut Hmm, toujours entreprendre, peu importe ce qu'on est. oui, Après, il y a un truc quand même, c'est que je pense que l'entrepreneuriat, c'est avant tout de la confiance en soi parce que tu es obligé de te taper un maximum d'échecs, un maximum d'erreurs qui font mal. Et si tu es quelqu'un qui est facilement affecté par l'échec, c'est très difficile d'entreprendre parce que tout de suite, tu vas revenir à une position où tu vas dire, bon, je me calme, j'y arrive pas, c'est pas pour moi. Moi, et tu j'aime bien penses que dire, le rapport avec la peur, avec l'échec, est-ce que c'est l'entourage, c'est la famille, c'est la société qui font qu'aujourd'hui, tu t'en fous, enfin, tu n'as pas peur de ces choses-là et que c'est facile de surmonter un échec et de construire vers le futur, quoi. Je comprends la partie optimiste, ça c'est noté, ouais, mais est-ce que, enfin, je pense même pas, c'est pas né, c'est quand même quelque chose de voir le verre à moitié plein, c'est quelque chose qu'on apprend en soi dans la vie, quoi. oui, c'est vrai. Je pense qu'il y a les deux, mais ouais. Pour répondre à ta question, à mon avis, c'est vraiment l'action qui te permet de passer outre ça. Parce que j'ai toujours ça. Tu vois, là, on monte un fonds d'investissement d'1 milliard. Ouais, Combien de fois je te fous de ma gueule? Enfin, tu vois, toutes les 2 minutes, quoi. Mais en fait, quand tu agis, que tu avances, que tu fais et que tu délivres, t'as pas d'argument qui soit plus convaincant que ça. Donc moi, je cherche pas vraiment à discuter, je montre et je fais. Et puis des fois, mm, j'échoue et puis les gens disent, bah voilà, je lui avais dit. Mais en fait, ça, c'est le jeu de la vie. C'est vrai que c'est difficile et que ça affecte, hein. C'est vrai qu'il y a plein de moments où tu te dis, ah, putain, j'aimerais qu'on me prenne plus au sérieux. ouais. Tu n'as pas d'autre solution que de montrer. En fait, c'est la seule chose qui est vraiment convaincante. Tu pourras dire tout ce que tu veux, tant que tu n'as pas 80 ans et que tu n'as pas une vie derrière toi avec vraiment des preuves tangibles et 3 prix Ouais. Nobel, je pense que c'est très difficile de convaincre autrement qu'en montrant, quoi. Donc je pense qu'il faut y aller, il faut essayer des choses. Tant pis. Donc là, Pas beaucoup, c'est ça. pas facile de parler de ces échecs en tout cas. Bah, moi, je trouve que c'est important. Enfin, les gens doivent savoir que personne n'est un héros qui réussit tout, quoi. Vraiment pas du tout, quoi. C'est pas le cas, donc il faut le dire. À part dire aujourd'hui ou donner le conseil qu'il faut penser le business model avant, enfin un modèle économique avant de partir sur une aventure start-up ou entrepreneuriale en général, qu'est-ce que tu as appris d'autre de cet échec ou de tes échecs en règle générale? Oh, j'ai appris vraiment plein de choses. Honnêtement, il y a un truc qui est important, c'est que si tu veux faire un carton aussi et si tu veux vraiment que ta boîte elle réussisse, en Mm. fait, c'est pas des clients que tu as, c'est une communauté. Tu dois avoir une communauté. Tu dois avoir des mecs qui 10% de leur travail c'est d'être ton client et 90 c'est être un ambassadeur. Ça c'est hyper important, tu vois. Euh, souvent on s'arrête juste à l'aspect pécunier, mais en fait il faut que ça aille beaucoup plus loin. Ça c'est un apprentissage hyper important que j'ai eu parce que plein de fois, je me suis dit, bah, je me suis positionné d'une manière où mes clients, c'était juste des gens que je devais réussir à faire payer. Et en fait, j'avais rien compris. Ces mecs-là, ils doivent participer à une histoire avec toi, ils doivent apprécier cette histoire et ils doivent être en fait, ils sont à tes côtés. C'est pas parce qu'ils dépensent de l'argent chez toi qu'ils peuvent pas être dans ton camp. Et ça, c'est vraiment un truc à comprendre parce que ça fait toute la diff. Même si tu vends des cotons-tiges, les mecs, ils peuvent se battre pour être tes ambassadeurs. Mais en fait, Ouais, il faut comprendre, c'est que les communautés, c'est pas du tout TikTok et un code promo Kelly, influenceur, fake followers, moins 32%. ouais. Ça, c'est pas ça les communautés. Les gens ont beaucoup trop l'impression qu'un mec qui est fort en communauté, c'est un mec qui connaît les canaux d'acquisition marketing. Mm. En fait, faire une communauté, c'est exprimer extrêmement clairement ce que tu fais, ta mission, ton why, le fameux why dont Ouais, parle Simon Sinek. Ça, ouais. c'est
Ça doit être tellement clair que les mecs, ils ont l'impression que c'est eux qui viennent d'avoir l'idée. Mais vraiment, ça, c'est hyper important. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de faire en sorte qu'ils puissent exprimer ce qu'ils ont compris de ton projet sans faire aucun effort et qu'ils en soient fiers. Et ça, il faut leur mâcher le travail, il faut leur faire des visuels et il ne faut pas leur laisser avoir à écrire la moindre syllabe. Les mecs, tu dois leur mettre tout à disposition pour qu'ils puissent très très facilement dire voilà pourquoi j'apprécie ce produit, voilà pourquoi j'apprécie cette entreprise, ce service. Et en fait, Présente-nous Time for the Planet, d'où est venue l'idée, quelle est votre ambition d'ici 5-10 ans et plus précisément, surtout que tu parles du why de Simon Sinek, bah, c'est quoi le why de Time for the Planet aujourd'hui? ouais, carrément. Très bonne question. Alors, pour présenter Time, en fait, nous, on est une entreprise qui crée des entreprises. Et toutes les entreprises qu'on crée, on les pense et on les paramètre entièrement de A à Z pour lutter contre le dérèglement climatique. L'objectif de Time, c'est d'entreprendre autrement pour que l'entreprise soit un outil au service de l'urgence climatique. Parce qu'on est convaincu que l'entreprise, ça permet de transformer les modes de vie très rapidement et à grande échelle. Et aujourd'hui, c'est ce dilemme-là, enfin, ce n'est pas un dilemme, c'est un challenge qu'on a en face de nous. Il faut qu'on transforme nos modes de vie très, très vite. Mais si tu dis à 7 milliards d'individus, changez vos modes de vie du jour au lendemain, devenez tous des super-héros du climat, c'est hyper difficile parce qu'on n'a rien, on n'a pas d'outils pour le faire. Time for the Planet, ce qu'on fait, c'est qu'on va détecter des innovations à impact contre les gaz à effet de serre, c'est notre verticale, et on va recruter des entrepreneurs qui ont pour objectif de trouver des modèles économiques à ces innovations, parce qu'on est convaincu qu'il faut marier l'économie et l'écologie pour avoir de l'impact, et de les transformer en entreprise. En fait, ce qu'on avait constaté, c'est que les scientifiques produisent des choses incroyables, et d'ailleurs pas que les scientifiques, les ingénieurs, les chercheurs, qui peuvent Ouais. vraiment être des solutions à beaucoup de nos problématiques aujourd'hui, mais ils ne savent pas les passer à l'échelle, les déployer dans notre quotidien parce qu'ils ne sont pas portés sur les modèles économiques, parce que ce n'est pas leur métier en fait. Et comme les scientifiques et les entrepreneurs ne communiquent pas beaucoup aujourd'hui et ne se rencontrent pas, nous, on a simplement voulu casser les vasques et faire en sorte que ces acteurs-là, ils soient ensemble pour pouvoir co-créer des boîtes que Time for the Planet viendrait chapeauter et dans lesquelles elle injecte de l'argent pour accélérer et maximiser le déploiement. Donc c'est ça l'idée, sauf qu'on a une grosse particularité, c'est qu'on est complètement focalisé sur l'aspect communautaire. Je viens de t'en parler, tu as compris pourquoi du coup, et ça fait une bonne transition. Et nous, on pense que tout va passer par le collectif. Pour qu'on réussisse Time, tout doit être pensé collectif. C'est-à-dire, L'exemple numéro un, c'est l'open source. ok, On s'est pas dit on va faire des boîtes dans notre coin et on va essayer d'avoir un impact dans notre coin. Non, il y aurait beaucoup trop de chances qu'on meure avec notre innovation dans notre coin parce que justement on ne l'a pas partagé. Donc on s'est dit on va tout mettre gratuitement à disposition de qui le souhaite. Les innovations, les modèles économiques. Pourquoi? Parce que tout le monde pourra dupliquer nos innovations partout ailleurs sur la planète et ça rendra ça beaucoup plus résilient parce qu'on va créer des marchés, pas juste des entreprises. Si nous on meurt, il y en a d'autres qui ne vont pas mourir et qui vont réussir. Et là, on est dans une phase tellement critique de l'histoire de l'humanité que quand on parle d'innovations qui peuvent nous aider à réduire les gaz à effet de serre, il ne faut pas qu'elles meurent, il ne faut pas qu'elles disparaissent, il faut qu'elles se déploient. Et puis après, il y a un autre avantage, c'est que l'open source, ça te permet aussi de faire une R&D à beaucoup plus grande échelle, beaucoup plus rapide, dans le sens où tous ces mecs-là, quand ils vont dupliquer nos innovations, s'ils les améliorent justement, eh ben, ils ont l'obligation, le devoir de repartager ces améliorations avec l'ensemble des possédants de la licence. Donc, si tu veux, la maturation des innovations, elle est multipliée par 1000. Et ça, nous, on y croit à fond. ouais, magnifique. Je reprends tes mots encore une fois. On a arrêté de manger de la viande, on a arrêté d'acheter des conneries sur Wish. Déjà, 2 éléments à approfondir. Je mange encore de la viande et Ouais. je pense, et j'achète de temps en temps sur Wish en tout cas. Et je pense, j'ai jamais eu un argumentaire scientifique qui m'a totalement convaincu à pourquoi il faut arrêter de manger de la viande, surtout en relation avec l'écologie, le réchauffement climatique, etc. Je respecte les gens qui disent qu'il faut arrêter de tuer les animaux, bien évidemment. En Mais fait, c'est assez simple. Je pense que on a une philosophie et un art de vivre qui est décorrélé de notre capacité à être heureux. Je pense vraiment que ce qu'on pense aujourd'hui être un système qui rend heureux est un système qui ne rend pas heureux. Moi, je ne vais pas te parler de gaz à effet de serre là, pour répondre à ta question. Je vais te ok. parler de bonheur. Et je suis contre le fait de faire les choses dans l'excès. Donc, je ne pense pas qu'il faille dire aux gens de manger plus jamais de viande. Je pense qu'il faudra qu'on apprenne à apprécier les choses. Et en fait, on vit dans un monde où aujourd'hui, on n'apprécie plus rien.
On n'apprécie plus le fait d'acquérir une nouvelle chose parce qu'on en a tellement. On n'apprécie plus le fait de manger une entrecôte parce qu'en fait, on en a mangé 3 par jour toute notre vie. Et en fait, on n'est plus capable de vivre de manière heureuse. On sait plus ce que c'est le bonheur, on trouve plus trop de sens à ces vies-là. Euh, Aujourd'hui, quand les adultes deviennent adultes, ils sont tous malheureux et ça nous paraît normal. On nous dit, bah ouais, c'est dur la vie, hein. Déjà, si tu trouves un travail, estime-toi heureux, mon pote, il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est pas ça la vie, hein. La vie, c'est pas du tout censé être ça. On est censé vivre pour être heureux, pour se lever le matin, pour faire des choses qui nous passionnent et on est censé apprécier ça. Et tu vois, ça tombe bien que tu parles de ça parce que ma citation préférée, c'est Le monde ne manque pas de merveilles, juste d'émerveillement. Et je suis 100% convaincu que cette citation, c'est la clé pour être Ou, heureux. Tu vois, quand moi, tu payes ton riz à 2 euros au supermarché, tu payes l'addition des heures passées à travailler par des humains. Tu ne payes pas une valeur qui a été attribuée à la plante. si tu veux, quand on a, entre guillemets, théorisé un peu plus l'économie, donc l'économie, c'est quoi? L'économie, c'est juste structurer les interactions entre les êtres humains. Voilà, c'est tout. C'est un moyen de se faire confiance pour pouvoir s'échanger des biens et des services. C'est tout. On va pas. Oui, il y a des points de swap et il y a des spins dans la bourse et des traders à haute fréquence, et on s'en branle. Revenons à ce que c'est de base, arrêtons d'être des grands malades et contentons-nous de comprendre que c'est juste des interactions entre êtres humains. Maintenant, si c'est juste des interactions entre les êtres humains, on s'est dit, et c'est notre erreur, et Jean-Marc Jancovici en parle très bien, bien mieux que moi, à la base, puisque on est là pour quantifier uniquement les interactions entre les êtres humains, eh bien, quand on va s'échanger un bien, comme par exemple un sac de riz, ce qui va être le prix de ce sac de riz, ça va finalement être juste la quantification du nombre d'heures passées par des humains pour produire ce sac de riz. Et comme on n'a pas attribué de valeur à cette plante qui était gratuite, puisque le premier qui a commencé à semer les grains, ou je ne sais pas ce qu'il a fait, l'agriculteur qui a préparé le champ, on a commencé à comptabiliser la valeur du sac de riz à partir de lui. Il a passé X heures à labourer, X heures à arroser, machin, et en fait, à la fin, le grain de riz, la plante elle-même, elle n'a aucune valeur. Elle n'est pas comptabilisée là-dedans. Et tu vas comprendre pourquoi c'est important et pourquoi c'est un problème. Aujourd'hui, on consomme 1,7 fois les ressources que la Terre est capable de produire en une année tous les ans. Donc en gros, on est un peu dans l'abus. Si on prend maintenant le pétrole, les énergies, comme seule la quantité de travail humain compte quand on calcule le prix d'un baril de pétrole, puisque c'est la même chose que quand on calcule le prix d'un sac de riz, le pétrole est gratuit. Et comme le pétrole est gratuit, on est parti d'un postulat dans les années, je crois que c'est dans les années 1700 ou 1600, où on a dit, bah, c'est illimité, parce que c'est gratuit. Donc ça, on ne le compte pas dans l'équation comptable, on ne le prend pas en compte, on prend en compte que les humains qui travaillent. Et donc, comme c'est zéro, bah, du coup, zéro, c'est illimité, quoi. On peut tout le temps le mettre, il n'y a pas de souci. Ce qui fait qu'on a consommé de manière totalement barge des énergies qui ne sont absolument pas illimitées. Et en fait, la conclusion de tout ça, c'est que tant qu'on n'attribuera pas une valeur comptable aux ressources, on croira qu'elles sont illimitées dans notre équation comptable de fonctionnement. Et donc, on va les démonter et on va les consommer de manière absolument déraisonnée, ce qui nous emmène vers une chute et vers une perte. Alors que si on disait 1 litre de pétrole qui sort de terre, c'est X euros, 1 kilo de riz qui sort de terre, c'est X euros, et qu'on retravaillait notre équation comptable globale comme ça, eh bien les ressources, elles auraient une valeur extrêmement différente, ce qui fait qu'on serait beaucoup plus parcimonieux quand on essaye de les produire, quand on les exploite, et je pense qu'on ne consommerait pas 1,7 fois la terre, tu vois. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour les gens qui nous écoutent, moi-même, tout le monde? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le projet? Si on a des idées innovantes, etc., enfin, à quel moment on doit vous contacter? Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose à remplir en ligne? Comment ça se passe, ces éléments-là? Ouais, tout est très simple pour répondre à toutes tes questions d'un coup. En fait, vous pouvez venir sur notre site Time for the Planet. Il y a un onglet qui s'appelle Tout savoir. Et dans cet onglet, on a fait un truc qui s'appelle J'agis. Et là, vous pouvez apporter une compétence. Donc, si vous vous sentez fort dans votre domaine, expert, ou même si vous avez juste envie de participer à faire grossir Time en vous impliquant humainement, je ne vous parle pas d'argent là, eh bien, vous pouvez aller sur ce truc pour apporter une compétence et vous allez participer à une petite réunion qui a lieu tous les lundis où aujourd'hui, il y a une grosse cinquantaine de personnes à chaque fois. Et ces gens-là, ils rejoignent notre communauté qu'on appelle la galaxie, dans laquelle il y a différentes planètes. Et en fait, les planètes, c'est juste des gens qui sont rassemblés par cœur de métier, si je puis dire. Donc, il y a les traducteurs, il y a les juristes, il y a les influenceurs.
et puis aussi par entité donc, ou par ville. Donc, il y a la planète l'EM Lyon, par exemple, qui a sa planète, ou Visiative, qui est une entreprise. Et puis dans ces planètes, eh ben, il y a des comètes qui sont des initiatives, des projets qui peuvent être justement à l'initiative de tous ces gens qui nous rejoignent, qui disent, moi j'ai envie de faire Grossier Time, donc je vous propose de faire un tour de France pour faire des conférences et parler de Time. Qui veut venir avec moi et qui veut m'aider à organiser ça? Ou à notre initiative, à nous, les keepers, donc les 6 cofondateurs, en disant, bah là les amis, on a vraiment besoin de ça. Est-ce que quelqu'un peut nous aider là-dessus? Typiquement, là, on est en train de faire traduire tout le site, toute la documentation par ces gens-là. Et c'est juste Et incroyable. communauté, quoi. Ok. Ouais. Ensuite, si on a Est-ce que vous recrutez, est-ce que vous recherchez aujourd'hui quelque chose en particulier que tu peux en servir de cette interview pour en parler précisément? Ah, aidez-nous à faire grossir Time. Si vous rejoignez Time, parlez-en sur vos réseaux. N'hésitez pas à faire un post parce qu'en fait, aujourd'hui, on est plus de 60 000 sur les réseaux sociaux et on n'a juste jamais communiqué. C'est que vous et vos publications qui nous avez emmenés là. Donc, continuez, les gars, parce qu'on a trop besoin de vous. Les gars et les filles, d'ailleurs. On va essayer d'être un peu paritaire dans le vocabulaire là. Du coup, ma dernière question, c'est quoi les enjeux de demain en termes d'énergie, d'écologie Ah bah, les enjeux, ils sont simples, hein. Décarboner notre économie. En gros, arrêter de fonctionner avec des énergies fossiles parce que, bah, OK, il y a le problème du réchauffement climatique, mais surtout, il n'y en a plus. Donc, quand il n'y en aura vraiment plus du tout, ça va être forcément compliqué parce que l'être humain, quand il en reste plus pour tout le monde, bah, il dit pas bon, on arrête, il dit bah, c'est mon mien et puis venez pas me chercher la merde parce que sinon je vous bute. Donc, il ne faut pas qu'on arrive dans ce stade-là, sinon ça va être très complexe. Et puis, les enjeux, c'est aussi d'apprendre la sobriété, je pense. Et là, ça rejoint la notion de bonheur dont je te parlais tout à l'heure. On est allé dans un monde et dans une vie où on court toujours plus vite derrière des trucs qui sont de plus en plus futiles, en ayant de moins en moins idée de ce à quoi ça va nous servir. Et d'ailleurs, il y a une citation de Will Smith que j'aime bien là-dedans et je viens d'y penser. Il dit, on achète des trucs dont on n'a pas besoin avec de l'argent qu'on n'a pas pour impressionner des gens qu'on déteste. Et je la trouve absolument géniale parce qu'en fait, je pense que c'est exactement ça. On est arrivé dans cette phase de l'humanité où on a un peu plus trop idée de ce qu'on est en train de foutre. On le fout juste et on y va de plus en plus vite. Et c'est un peu foncer dans un mur et accélérer, tu vois. Et je pense que, c'est le chien qui court derrière sa queue, quoi. ouais, faut qu'on arrête en fait. Nous, on a besoin d'être heureux. On a besoin d'être des animaux qui se sentent bien. Ok. Là, on n'est plus dans ce cas-là. Je pense qu'on est à un stade où on est tous de plus en plus dépressifs. Enfin, il n'y a qu'à voir le taux de suicide, de dépression, ça explose. C'est pas pour rien, c'est parce qu'il n'y a plus de sens dans nos sociétés. Et je pense que la sobriété, ça fait partie aussi du sens. C'est apprendre à réapprécier les choses et pas toujours vouloir l'infini, justement. Ouais, magnifique comme message. Je te laisse le mot de la fin. Tu dis ce que tu as envie de dire. C'est libre à toi. Eh ben, je vais citer Nelson Mandela. Alors, je l'adore et je l'utilise souvent. Il Ok. dit je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et dans tous les cas, on sera en train d'apprendre, je pense, beaucoup dans les prochaines années. Magnifique. Merci Arthur encore une fois pour ton Merci à temps, toi. pour cet échange.